Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir la collecte et la valorisation de la diversité des ressources phytogénétiques. Commençons d'abord par la collecte des ressources phytogénétiques. Donc, à partir du XVIe siècle, les collections étaient certes sous forme d'herbiers, d'arboretons, avec l'introduction de quelques espèces d'intérêt alimentaire. Avec les grandes expéditions durant la période euphorie, de grandes collections en France sont mises en place en 1950. Entre 1945 et 1980, la mise en place de 15 centres internationaux par l'ECGAR, le Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale, donc créé en 1971. La mission principale de ces centres internationaux est le développement de travaux de recherche et de programmes de sélection. À cette époque-là, la centralisation des ressources génétiques dans des banques internationales, voire même dans les centres de recherche et de sélection variétale qui détiennent leur propre banque de gènes, a vu le jour. On cite ici comme exemple de ces centres internationaux les BPGR, l'Office international des ressources phytogénétiques. Il est fondé en 1974 et qui fut abrité au siège de la FAO à Rome. À la fin des années 92, l'Institut international des ressources phytogénétiques, l'IPGRI, a pris les fonctions de l'IPGR qui est rattaché à la FAO. Les ressources génétiques sont alors présentées comme un patrimoine commun de l'humanité, c'est-à-dire l'universalité, libre d'exposition, jusqu'en 1992, avec l'émergence de la génomique. Donc en 2001, un nouveau traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, adopté par la 31e conférence de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, donc a vu le jour. Donc ce traité requalifie les ressources génétiques de patrimoine commun juste pour un nombre limité d'espèces. Les principales cultures et plantes fourragères, considérées ici comme les plus importantes pour la sécurité alimentaire, sont au nombre de 64. Donc, si vous voulez lire en détail ce traité, vous pouvez le télécharger, il est disponible dans le site de la FAO. Donc, ici, lorsqu'on parle des grandes collections mondiales, on parle des centres internationaux et des banques internationales de gènes. Donc, nous avons déjà dit que 15 centres internationaux sont mis en place par les CGAR créés en 1971, dont la mission principale est le développement des travaux de recherche et de programmes de sélection. Ici, on va citer uniquement quelques exemples. CIMI, le Centre international d'amélioration du maïs et du blé, donc, dont la mission est de contribuer à l'amélioration des moyens de subsistance des populations des tiers-mondes par l'amélioration des semences de blé et de maïs, principale culture vivrière du monde. Il a son siège à Mexico et diverses représentations en Afrique, en Amérique latine, en Asie et en Australie. Le deuxième centre, c'est l'IRI, l'Institut international de recherche sur le riz, est aussi une organisation internationale non gouvernementale. Il a son siège en Philippines et dispose de représentations dans 10 autres pays. Le principal objectif de ce centre est de trouver des méthodes durables pour améliorer le bien-être des riziculteurs et consommateurs de riz en état de pauvreté tout en préservant l'environnement. Le riz a été créé en 1960 et ses activités de recherche ont débuté en 1962. Les variétés mises au point par les riz, dénommées série IR, sont bien acceptées dans beaucoup de pays asiatiques. Picarda,
Le Centre international de recherche agricole dans les zones arides, il est créé en 1977. Sa station principale et ses bureaux se trouvent à Alep en Syrie. Donc, à la fin des années 90, des chercheurs de l'ICARDA engagent des programmes de phytosélection participative avec des agriculteurs dans les zones de pluie peu productives du Maroc, de la Syrie et de la Tunisie. CIAT, le Centre international d'agriculture tropicale, est aussi une organisation internationale. Il a été fondé en 1967. Son siège est situé à Palmyra, en Colombie. Il est fortement implanté en Afrique, donc pour les sols et les haricots, en Amérique latine pour le riz, le manioc et le fourrage, avec des opérations en Asie du Sud-Est pour les maniocs et les fourrages. CIP, le Centre international de la pomme de terre, est un organisme fondé à Lima, Pérou, en 1971 avec l'objectif d'obtenir au moyen des travaux scientifiques le meilleur développement des capacités alimentaires de la pomme de terre et d'autres racines alimentaires dans les pays en voie de développement. Le site détient une banque génétique de plus de 5000 variétés de pommes de terre sauvages et cultivées, plus de 6500 variétés de patates douces et plus de 1300 types d'autres racines et tubercules andins provenant de Bolivie, de l'Équateur et du Pérou. ICRISAT, l'Institut international de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides, il est établi en 1971. Son siège est situé en Inde. Il dispose de plusieurs centres régionaux et des bases de recherche. L'ITA, donc l'Institut international d'agriculture tropicale, il est basé à Ibadan, au Nigeria. L'objectif principal de ce centre est d'améliorer la production et la productivité des principaux produits de base en Afrique, notamment le manioc, la banane, le plantain, la patate douce, le nibi, le maïs et le soja. En partenariat avec CIMI, donc l'État a développé près de 160 nouvelles variétés de maïs résistantes à la sécheresse pour 13 pays d'Afrique. Donc, nous avons parlé de la mise en place de 15 centres internationaux dont la mission principale est le développement des travaux de recherche et de programmes de sélection et qui sont chapeautés par le groupe consultatif pour la recherche agricole internationale. Passons maintenant aux banques de gènes qui visent à collecter et à conserver les semences ou tout autre matériel à partir duquel les plantes se multiplient d'espèces sauvages et cultivées. Donc, ce matériel génétique appelé aussi germoplasme ou germplasme, qui seront par la suite mis à la disposition des sélectionneurs et des chercheurs afin de développer les variétés végétales de demain. Donc, une banque de gènes est un dispositif de conservation ex situ de matériel génétique. Il existe de nombreuses banques de gènes dans le monde. Ici, on va citer 4 dont la réserve mondiale de semences du Svalbard City en Norvège est probablement la plus célèbre. Donc, commençons par NPGS, le Système national de germplasme végétal. Donc, c'est une organisation coopérative américaine mise en place par l'État et le gouvernement fédéral et des organismes privés pour préserver la diversité génétique des plantes. Le NPGS est composé de plusieurs stations, dépôts ou laboratoires avec des responsabilités et des emplacements différents à travers les États-Unis. Le système contient plus de 380 000 accessions de matériel génétique représentant plus de 8 700 espèces. Donc, ce terme matériel génétique désigne la semence ou tout autre matériel à partir duquel les plantes se multiplient. Donc, ce matériel génétique est appelé aussi germplasme. Donc, passons maintenant à l'Australian Green Gene Bank, qui est un centre national de stockage de matériel génétique pour la sélection
végétale et la recherche. Donc, l'Australian Green Gene Bank vise à collecter et à conserver les semences d'espèces sauvages australiennes qui ne sont pas encore représentées de manière adéquate dans les collections existantes. Il est l'un des membres les plus importants de l'Australian Seed Bank Partnership, qui est une alliance entre 12 organisations qui tentent de faire face à la multitude de menaces qui pèsent sur la biodiversité australienne en travaillant ensemble. Le partenariat comprend 9 banques de semences qui stockent et conservent des semences et 3 organisations axées sur la flore. Donc, on passe maintenant à l'Institut Vavilov. Donc, c'est un centre de recherche agronomique russe fondé en 1894. Donc, il constitue une banque de graines riches de certaines de milliers de variétés végétales, dont certaines sont uniques au monde. Donc, l'Institut possède 12 stations organisées de façon indépendante. Passons maintenant à la réserve mondiale de semences de Svalbard, située en Norvège. Donc, c'est probablement la plus célèbre. Donc, c'est un grand bâtiment souterrain sur l'île norvégienne de Spitsberg destiné à conserver dans un lieu sécurisé des graines de toutes les cultures vivrières de la planète et ainsi de préserver la diversité génétique. Donc, nous avons dit que les 2 missions principales des banques de gènes sont la collecte et la conservation du matériel génétique. Alors, quels sont les objectifs de la collecte des ressources génétiques? Donc, le premier objectif, c'est rapporter le maximum de diversité génétique pour le complexe étudié. Donc, ici, c'est la conservation d'une banque de gènes. Le deuxième objectif, c'est déterminer les mécanismes générateurs de cette diversité et localiser les sites où ces mécanismes semblent mis en œuvre. C'est la conservation dynamique des ressources génétiques et connaissance de leur gestion. Donc, le premier point vise des conservations centralisées, plus ou moins indépendantes des zones d'origine. Le deuxième prépare la constitution de conservation dynamique, réserves, stations de conservation reproduisant les mécanismes d'entretien et de création de diversité. Donc, si l'on se reporte aux descriptions schématiques des aires d'origine, les centres d'origine, le premier objectif donc, tend à privilégier des échantillonnages peu abondants, couvrant les aires les plus vastes possibles. Le deuxième objectif visera des échantillonnages abondants, relativement peu dispersés dans quelques zones centrales pour tenter d'identifier et d'étudier précisément des microcentres. Ainsi, donc, les collections des ressources génétiques sont nécessaires pour mieux connaître les ressources génétiques, mieux comprendre l'histoire des espèces et l'impact de facteurs évolutifs, c'est-à-dire la domestication, sélection, flux de gènes, et mieux appréhender la diversité des plantes cultivées. Maintenant, quelle est la nature du matériel végétal échantillonné? La nature du matériel échantillonné a une incidence très grande sur l'organisation des collectes, suivant que l'on cherche à échantillonner des variétés améliorées, adaptées à des écologies variées, des variétés traditionnelles ou des populations spontanées. Donc, échantillonner des variétés améliorées, adaptées à des écologies variées. Ici, on parle des variétés modernes, issues de programmes de sélection ou de création variétale. La deuxième catégorie conduit à préférer des échantillonnages dans les villages à une date à peine postérieure à la récolte, accompagnés d'enquêtes et d'observations comparées des semences stockées dans divers greniers. Donc, l'observation des variétés en place est cependant nécessaire, particulièrement pour juger des phénotypes des formes de transition avec les formes spontanées. Passons maintenant aux populations spontanées. Alors, pour l'échantillonnage des populations spontanées, là, il est encore plus exigeant pour rapporter un échantillon de dimensions données ou pour couvrir une région. La maturation des graines est échelonnée
Pour plantes annuelles, les populations ne peuvent être détectées qu'à des moments très particuliers. Ils peuvent disparaître complètement après maturité de graines. Les mauvaises herbes peuvent être arrachées par l'entretien du route ou par les troupeaux ou déplacements. C'est pour cela qu'on dit que l'échantillonnage des populations spontanées est encore plus exigeant que les autres types de variétés échantillonnées. Passons maintenant à la valorisation de la diversité des ressources phytogénétiques. Donc parlons d'abord de la diversité des ressources phytogénétiques. Chez les végétaux, il existe non seulement une abondante diversité des espèces, sauvages ou cultivées, on parle ici de la biodiversité, mais également de très nombreuses variantes entre les individus au sein d'une même espèce si on parle de variabilité génétique. Donc c'est une diversité génétique inter- et intra-espèces qui constitue la matière première des généticiens sélectionneurs pour créer de nouvelles variétés. Toutes ces plantes sont des ressources génétiques et représentent un patrimoine qu'il est nécessaire de préserver et de mieux connaître afin de mieux l'utiliser. Donc ainsi la collecte, la caractérisation et la conservation de ces ressources sont des activités de recherche indispensables à la création des variétés de demain. Une première lecture de ces chiffres: 250 000 espèces connues et détruites, 30 000 espèces comestibles, mais uniquement 30 espèces végétales fournissent 90% des calories consommées dans le monde, avec 3 espèces, le blé, le riz et le maïs, qui fournissent 50% des calories consommées dans le monde. Donc cette première lecture de ces chiffres montre que peu d'espèces interviennent dans l'alimentation humaine. Et si on compare les variétés modernes avec les ressources génétiques, donc on trouve que les variétés modernes, certes, ils ont de bonnes performances, le cumul d'alliés favorables, ils sont adaptés aux pratiques agricoles modernes, mais ils ont une base génétique étroite. Donc, on est face à une diversité réduite des plantes cultivées. Si l'on regarde les ressources génétiques, ils ont une faible valeur agronomique, oui, nombreux allèles non désirés, oui, mais ils ont des fonds génétiques variés. Donc ces ressources représentent une base de diversité intéressante, mais souvent sous-utilisée, surtout pour les caractères quantitatifs. Donc leur valorisation nécessite des programmes ciblés à long terme. Il s'agit du programme de sélection et d'amélioration. Donc, avant de parler de la valorisation des ressources phytogénétiques, quelles sont d'abord ces ressources? Autrement dit, à partir de quel matériel le sélectionneur travaille pour faire des combinaisons de gènes qu'il ne connaît pas bien souvent, et à partir de ces combinaisons, il va sortir de nouvelles variétés qui, pour être inscrites, commercialisées, doivent être meilleures que ce qui existe déjà. Donc, il y a une obligation de progrès génétique. Donc, le sélectionneur travaille tout simplement à partir de germplasmes disponibles dans sa société ou sur le marché, en brassant beaucoup de matériel génétique, donc des croisements intraspécifiques ou interspécifiques pour faire des combinaisons de gènes. Mais pour augmenter la diversité génétique au sein d'une espèce, donc sinon l'amélioration stagne, le sélectionneur exploit les outils de la biotechnologie et de génomique. Et c'est essentiellement, on parle de la mutagénèse, la variation sous-maclonale, le sauvegarde d'embryon, la fusion de protoplasme et la transgénèse, sans oublier l'utilisation des marqueurs moléculaires dans le processus de sélection et de création variétale. Donc parlons maintenant un peu de la mutagénèse. Donc, au sens large, la mutagénèse est l'induction de modifications aléatoires dans un génome donné, donc qui peuvent entraîner de nouveaux caractères. Donc, il peut s'agir de changements de place de segments chromosomiques, de perte de petits segments d'ADN, de changements dans la séquence des bases ATGC au niveau de la molécule d'ADN. Au sens restreint, il est limité à ces derniers types de modifications, c'est-à-dire les changements dans la séquence des bases. Les mutations peuvent être spontanées,
induites ou ciblées. Donc, elles sont induites soit par des traitements physiques ou chimiques, la métagénèse ciblée ou bien la métagénèse dirigée. Donc, pour ce type de métagénèse, des modifications du génome ou de son expression peuvent être provoquées de manière extrêmement spécifique, dont on parle de ciblée, et précise par l'utilisation d'oligonucléotides ou de protéines de synthèse. Donc, parmi ces dernières, c'est-à-dire les protéines de synthèse, donc on distingue les nucléases à doigt de zinc, les méganucléases, les thalènes, donc qui tout utilisent le principe de reconnaissance spécifique d'une séquence d'ADN et la capacité de le couper, et les nucléases les plus récemment utilisées, le système CRISPR, qui sont des endonucléases. Leur utilisation permet de couper l'ADN à l'endroit souhaité. À ce niveau-là, on parle souvent de l'édition génomique aux modifications localisées de séquences génomiques ou de la mutation ciblée. Plusieurs pays ont déjà mis sur le marché plusieurs variétés, c'est de plusieurs espèces par métagénèse. Et toujours dans le cadre de la création de la diversité génétique, on ne doit pas oublier de parler de la transgénèse, qui consiste à l'introduction de nouveaux caractères à partir d'autres organismes qui peuvent être de la même espèce ou non, donc surtout les caractères de résistance. À ce niveau-là, les nucléases dont nous avons déjà parlé peuvent être aussi utilisés en transgénèse pour couper l'ADN et permettre l'introduction d'un gène à un endroit précis. Donc, de nouvelles vidéos arrivent prochainement sur les autres parties du cours. Merci à tous.